Pendant 3 décennies, Johnny Carson a régné sur la télévision nocturne, nuit après nuit, sans relâche. Il accueillait dans les salons américains les plus grands noms d'Hollywood avec un calme charme, un timing parfait et un esprit affûté. Mais derrière ce spectacle tellement poli régnait le chaos, ceux qui arrivaient déjà bien éméchés dans les jours qui précédaient. Les réseaux sociaux et les responsables de l'image, les stars se retrouvaient parfois sur le Tonight Show. Le plateau était clairement sous l'influence. Ce n'était pas de simples moments embarrassants. Ce furent des catastrophes télévisuelles en direct, à peine contenues par la grâce et la rapidité de Carson, en pensant que Carson n'avait pas paniqué. Il n'a jamais crié ni quitté le plateau. Au lieu de cela, il a utilisé des plaisanteries bien placées, des regards bien ajustés vers Ed McMahon lors des pauses publicitaires précoces, ou des questions douces pour éviter que les choses ne dérapent. Parfois ça marchait, d'autres fois personne ne pouvait sauver l'entretien, même pas les plus persévérants. Quelques invités ne revenaient jamais. Voici 8 des visiteurs les plus célèbres, et les plus ivres, qui se sont jamais assis sur le canapé de Carson. Un Truman Capote, l'esprit brillant devenu silencieux. Truman Capote, le génie derrière, de sang-froid et petit déjeuner chez Tiffany, était connu pour son esprit affûté et une langue encore plus affûtée. Mais dans des segments de 10 minutes sur des talk-shows, il était généralement rapide, drôle et raffiné. Pas en s'en crevant. Quand Capote monta sur le Tonight Show cette année-là, il pouvait à peine tenir debout dès le début. « Bonjour Johnny !» Il était vraiment clair qu'il était tout à fait hors de soi. Ses mots se brouillaient en pure charabia. Il s'égara au milieu d'une phrase. À un instant, il demanda à Ed McMahon s'il pouvait s'asseoir sur ses genoux parce qu'il ressemblait à un ours en peluche. Le public se déplaça, mal à l'aise. McMahon resta figé. Carson essaya tout ce qu'il put. Des questions simples, des regards en contact visuel et des hochements de tête, mais rien n'aida. Capote versa de l'eau sur sa chemise et ne s'en rendit même pas compte. Il parla de Montgomery Clift, comme si l'acteur était encore vivant, perdu dans des histoires qui n'avaient été ni début ni fin. Enfin, après 12 minutes très douloureuses, Carson est passé à une pause pub plus tôt que prévu. La caméra l'a vu expirer, soulagé, avant que l'écran devienne noir dans les coulisses. Carson a dit à son producteur que ce n'était pas un entretien. C'était une situation d'otage au ralenti. Capote n'est jamais revenu à l'émission. La tragédie que les spectateurs ont vue était celle d'un géant littéraire réduit à la confusion. C'était un triste aperçu de l'addiction qui mènerait bientôt à la fin de sa vie. 2 Shelley Winters. L'ouragan en talons. Shelley Winters a remporté 2 Oscars et était connue pour sa personnalité bouillante. Mais sur le Tonight Show, elle est devenue autre chose. Une force de la nature, alimentée par des cocktails. Elle n'a pas siroté. Elle a fait irruption. À la mi des années 1970, le personnel du Tonight Show avait une règle. Ne réservez jamais Winters en premier lieu. Ils espéraient qu'elle serait sobre en attendant dans les coulisses. Elle n'a jamais fait cela. Elle a continué à boire jusqu'à ce qu'on l'appelle. Son pire passage est survenu en 1974. Elle était là pour promouvoir son autobiographie. Mais dès qu'elle a monté sur scène en talons hauts, il était clair qu'elle ne parlait pas de livres. Elle a interrompu Carson brusquement. Elle a ignoré ses questions. Elle s'est tournée vers le jeune acteur assis à côté d'elle et a dit « Son film n'est pas très bon, mais il est vraiment beau à regarder. » Elle posa doucement sa main sur son genou. Le pauvre type a tout d'un coup rougi. Puis, dans un geste qui a tout à fait abasourdi tout le monde, elle a arraché les fiches de Carson de sa main et les a jetées par-dessus son épaule. « Vous n'en aurez plus besoin. Johnny, je suis bien plus intéressant. » Des cartes voltèrent brusquement jusqu'au sol. Le public resta tout d'un coup sans voix. Carson, la mâchoire serrée et tremblante. Il mit finalement fin au segment plus tôt. Puis, il dit à son équipe « Si jamais elle est de nouveau invitée sur le plateau, je prendrai ma nuit de congé. » Elle ne s'est pas présentée pendant 3 ans. À son retour, cela se fit sous des règles strictes. Émission enregistrée, créneau matinal, plus de chaos. Winter n'était pas seulement ivre, elle était dominatrice. Et dans le monde maîtrisé de Carson, elle était la tempête. Personne ne pouvait l'arrêter. Puis, Dean Martin, lorsque le numéro devenait réel. Dean Martin a bâti toute sa carrière sur le personnage d'ivrogne attachant, le martini à la main. Il avançait en chantant, les mots traînants. Il donnait l'impression que c'était amusant et charmant.
sans effort pendant des années. Ce n'était en partie qu'un numéro. Une source proche a dit que sa boisson était souvent du jus de pomme. Il était lucide en coulisses, mais riait à l'écran. Mais vers le milieu des années 70, le numéro devint réel. Après la mort de son fils dans un accident d'avion et l'effondrement de son mariage, Martin s'enfonça dans l'alcool. Son apparition sur le Tonight Show en 1976 montrait jusqu'où il était tombé. Il a trébuché en montant sur cette scène. Ses yeux étaient vitreux. Quand Carson lui demanda, à propos de son prochain spécial NBC, Martin parut perplexe. Quel spécial demandait-il ? Il pensait être sur le Merv Griffin Show. Carson essaya de plaisanter. « Je peux mettre une perruque si cela peut t'aider. » Martin n'a pas ri. Il est resté là, le regard fixé, et a demandé « Quelle heure est-il » 2 minutes après le début de l'entretien, il chanta une ligne de « Everybody loves somebody », puis s'arrêta pour demander si l'émission était diffusée en direct. Il oublia Sammy Davis Jr., n'était même pas sur la liste des invités cette nuit-là. Carson, le cœur brisé, mit rapidement fin à l'entrevue dans les coulisses. Il dit tout bas. Ce n'était pas Dean Martin. Nous savons qu'il restait ami, mais Martin revenait rarement. L'homme qui rendait l'ivresse élégante avait perdu le contrôle et tout le monde l'a vu. 4. Raymond Burr, Perry Mason, est tombé dans l'alcool. Raymond Burr était Perry Mason, calme, brillant, inébranlable pour des millions. Il représentait la justice, la dignité et l'ordre. Donc, quand il est apparu sur le Tonight Show en 1970, tard et ivre, cela a choqué tout le monde à son arrivée. 40 minutes de retard par rapport au planning. Des cheveux en bataille, un visage tordu et rouge. Il s'agrippa à la chaise d'invité pour se stabiliser avant de s'effondrer dedans. Carson a demandé quels étaient ses projets actuels. Burr a commencé à parler des orchidées, son hobby, mais a divagué pendant 10 minutes sur des serres aux Fidji, des méthodes d'élevage, des niveaux d'humidité. Cela n'a absolument rien à voir avec la question. Carson essaya de nouveau. Comment était-ce donc de jouer Perry Mason ? Burr fit une pause, puis demanda « Comment vous appelez-vous déjà ?» Le public resta totalement silencieux. Carson resta stupéfait mais élégant. Il lui tendit alors vivement la main. « Johnny Carson. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Burr. C'était l'un de ses meilleurs moments, sauver la face d'une étoile déchue. » Par la suite, Carson a instauré une toute nouvelle règle. Tous les invités doivent être contrôlés par un membre du personnel juste avant d'entrer sur scène s'ils paraissent altérés. Avertissez le producteur. Byrne n'est jamais revenu. Pour les fans, c'était un rappel douloureux. Le héros à l'écran n'était qu'un simple homme, et même les plus grands hommes peuvent parfois tomber. 5 Orson Welles. Génie à travers la brume. Orson Welles n'était pas qu'un invité. Il était l'organisateur des événements autour de Citizen Kane, acteur shakespearien, géant culturel. Ses conversations avec Carson étaient comme des masterclass sur l'art et l'histoire, mais parfois il arrivait ivre. Sa pire nuit fut en 1975. Il aurait bu plusieurs bouteilles de vin au préalable, transpirant sous les projecteurs, respirant lourdement. Il était assis dans un fauteuil renforcé, conçu spécialement pour lui, et il commença à parler sans attendre la première question de Carson. Pendant 14 minutes, Welles livra un monologue sur les pièces problématiques de Shakespeare. Il bafouilla ses mots, perdit son fil, revint en arrière, mais ne perdit jamais la profondeur de son idée. À un moment, il tenta de citer le roi Léar et n'arriva pas à se souvenir des répliques. Il en inventa donc de nouvelles qui sonnayant aussi shakespeariennes, que seuls les experts sauraient qu'elles n'étaient pas réelles. Le public était grandement partagé, émerveillé par son esprit, inquiet par son état. Carson venait tout juste de regarder Exhausted. Lorsque Welles fit enfin une pause, Johnny jeta un coup d'œil à sa montre et dit « Nous devons faire une pause. Après cela. » Il dit à son producteur que le génie était bel et bien là. La sobriété n'était pas différente de celle des autres. Welles revenait souvent. Pourquoi donc cela vraiment ? Même ivre, il était bien plus intéressant que la plupart des invités sobres. Carson respectait la véritable brillance, même lorsque celle-ci venait avec une tache de vin. 6. Za, Gabor, des baisers à la vodka et du chaos. Za Gabor n'était pas seulement une invitée. C'était un vrai spectacle, remarquable par son habillage signature, ses colliers en diamants, et les histoires de ses 9 mariages. Elle apporta. Le glamour hollywoodien d'autrefois s'engouffrait droit dans le studio de Carson à Burbank.
Elle savait comment jouer la vedette et impressionner Carson à chaque fois. Le monsieur se prêtait au jeu, avec une patience amusée. Mais lors d'une apparition tristement célèbre en 1973, le numéro bascula dans le chaos. Gabor n'arriva pas seulement éméché, mais complètement ivre de vodka. Sa démarche habituellement maîtrisée tourna au trébuchement, et son accent s'était épaissi jusqu'à devenir presque incompréhensible. Alors qu'elle vacillait sur scène, chaussée de talons aiguilles, bien haut, Carson se leva pour la soutenir, afin de la stabiliser. Elle répondit en se ruant sur lui, prête à l'embrasser, manquant sa joue et posant ses lèvres sur son oreille. Une fois assise, elle s'approcha encore de lui jusqu'à basculer à peine sur le côté. Carson la rattrapa, et elle l'interpréta comme du flirt. « Johnny, tu tentes de me draguer avant qu'il ne puisse réagir. » Elle l'a embrassé tendrement, directement sur les lèvres, laissant une tache de rouge à lèvres rouge vif, vraiment voyante. Le public a hurlé de rire. Carson a tâtonné pour trouver son mouchoir, visiblement déconcerté. Quand il essaya de changer de sujet pour parler d'un livre sur ses sœurs, elle le repoussa d'un geste, exhibant son bracelet. Plus valant que tous les cadres de NBC réunis, puis d'un murmure théâtral. Tout le monde a entendu. Elle a demandé pourquoi. Parler de livres ennuyeux quand on pourrait parler de ta chambre. Carson s'est reculé au bord du canapé, comme un homme évitant les sables mouvants. La dernière goutte est arrivée lorsqu'elle a tenté de se lever pour l'effet dramatique. Et il a failli s'écraser, le visage contre le sol. Sauvé uniquement par Carson et un machiniste de scène, très vif d'esprit. Il a écourté l'interview avec sa célèbre réplique. On en reparlera plus tard, promis. Le code pour l'extraction d'urgence en coulisses. Il l'a appliqué sur un ton sec et clair. Elle est venue pour son charme, mais la vodka est arrivée. Pourtant, Gabor est revenu sous le protocole ZA, tournage diurne, seulement. Contrairement à d'autres qui se mêlaient aux insultes, elle devint une version plus forte et plus audacieuse d'elle et de Carson. Lui, il s'accrochait simplement au trajet. 7. Oliver Reed, invité banni du Tonight Show avant même d'entrer sur scène, détient la distinction unique d'être la seule grande vedette bannie du Tonight Show, avant même d'avoir foulé la scène. L'acteur britannique, connu pour le film Women in Love. Oliver et sa présence à l'écran, d'une intensité féroce, furent tout aussi célèbres pour ses frasques hors écran. Son alcool n'était pas une habitude, c'était une véritable forme d'art sur les talk-shows britanniques. Il avait renversé des canapés, insulté des animateurs jugés ennuyeux. Il versa du whisky dans des pots de fleurs pour les arroser correctement, et mena aussi, une fois, à se déshabiller en direct sur la télévision australienne si on lui posait des questions sur sa consommation d'alcool. Il commença à se déshabiller avant que les producteurs ne coupent l'image lorsque NBC l'engagea en 1973 pour faire sa promotion. Les producteurs de Carson, The Three Musketeers, devinrent nerveux. Ils rassemblèrent des enregistrements de Reed, des entretiens passés, chaotiques, agressifs, complètement hors script. Carson, qui se disait capable de gérer n'importe quel invité, passa en revue calmement les images et fit quelque chose d'inédit. Il a annulé l'apparition, pas reporté, annulé. Plus tard, il a admis que Reed était hors de contrôle, totalement. Reed a réagi publiquement, traitant Carson d'un homme timide, effrayé par la masculinité. Mais la décision de Carson ne tenait pas à la peur, mais au contrôle. La télévision en direct n'offrait aucun filet de sécurité. Reed prospérait bien dans le chaos. Contrairement à des invités ivres qui ne faisaient maintenant que bredouiller, Reed pouvait pirater une émission en direct. Carson. Toujours pragmatique, il a tracé une ligne. Certains talents étaient trop volatiles, même pour lui. Reed n'apparaissait jamais à l'émission. Des décennies plus tard, dans son rôle acclamé dans Gladiator 2000, il obtint enfin une rédemption à Hollywood. Mais Carson avait pris sa retraite en 1992. Leurs chemins ne se sont jamais croisés avec celui de Reed. L'absence demeure un témoignage de l'autorité tranquille de Carson. Le roi suprême de la nuit tardive savait fermer la porte avant que la tempête n'éclate. Même, bien sûr, les légendes ont des limites, et les Carson étaient à la fois résolus et très rares. 8, oui, vraiment. Peter O'Toole, le poète ivre. Peter O'Toole arriva au prestigieux Tonight Show. Non pas en tant que célébrité, mais comme une force de la nature, à parts égales. Acteur shakespearien et fripon irlandais. D'ici 1978, sa réputation de buveur épique était aussi légendaire que ses 7 nominations très méritées aux Oscars.
Il qualifiait les longues séances de scotch en milieu de journée comme un déjeuner convenable. Et la nuit où il vint promouvoir le film controversé Caligula, il avait clairement apprécié un bon verre. Cependant, dans les coulisses, il charma le personnel. Lucide, plein d'esprit, soigné. Alors, les producteurs ont accordé le feu vert. Sur scène. Il commença tranquillement, puis critiqua l'éclairage tel qu'il avait été conçu par un homme qui en veut à l'humanité. Quand Carson a posé des questions sur le film, O'Toole s'est lancé dans un long soliloque de 7 minutes sur la décadence de la formation classique chez les acteurs modernes, éloquent, passionné, hors sujet. Puis, dans un accès de folie inspiré, il s'empara du stylo de Carson, sauta debout et déclara « Levez-vous, Johnny, je vais t'instruire dans le noble art de l'escrime. » Carson, toujours adaptable, se leva, l'air médusé, tandis qu'O'Toole démontrait les positions, les feintes et les cris de Perry. Perry, comme si ton âme en dépendait. Le public éclata. Ce qui aurait dû être une promo standard devint un théâtre spontané, regagnant leur siège. Les spectateurs riaient et applaudissaient longtemps ce soir-là. O'Toole abandonna complètement Caligula, en régalant les téléspectateurs par des récits de beuveries à Dublin avec Richard Harris, incluant une beuverie de 3 jours, qui les fit devenir brièvement copropriétaires d'un cheval de course. Carson n'interrompit pas. Il connaissait le génie. Même Souced méritait de l'espace, contrairement à d'autres, qui devenaient hostiles ou incohérents. O'Toole restait articulé, théâtral et fascinant. Le Tonight Show l'a accueilli à plusieurs reprises. Comme le disait un journaliste, il était le buveur le plus éloquent de l'histoire de la télévision. Pour Carson, cela suffisait. 9. Mickey Rooney, la jeune vedette enfant maniaco-déchaîné. Mickey Rooney. Autrefois le plus puissant atout du box-office hollywoodien lorsqu'il était adolescent, Andy Hardy est revenu au Tonight Show à la fin des années 1960. Un autre homme a branché JIT, manifestement sous l'influence de quelque chose de plus fort que le café. À ce moment-là, sa carrière avait décliné. Ses tendances étaient en ruine, et des rumeurs d'abus de substances circulaient. Cette nuit-là, Rooney bondit sur scène comme un jouet à ressort dont la pile est presque vide. Il parlait à double vitesse. Carson, sentant le danger imminent, fit signe pour une coupure prématurée hors caméra. Rooney aurait pleuré, murmurant visiblement à voix basse. « J'étais quelqu'un autrefois. » Carson se déplaça, lui offrant des mots d'encouragement, mais le personnel en coulisses remarqua que les mains de Rooney ne cessèrent de trembler, contrairement à d'autres invités ivres qui ont complètement disparu dans l'oubli. L'ivresse de Rooney était vraiment tragique. Une étoile autrefois brillante, vacillant dans les ombres de l'addiction. Il est revenu à l'émission des années plus tard, sobre et réfléchi, appelant cette nuit-là « Mon plus bas niveau sur la télévision publique nationale ». Carson, tout à fait généreux. Il lui a offert un chaleureux accueil de retour, une rare seconde chance dans un milieu impitoyable. 10. Judy Garland, la fragile légende, son dernier salut. Judy Garland, 1962. Son apparition sur le Tonight Show n'était pas seulement ivre, elle était déjà profondément bouleversante. Garland, légende issue du magicien d'Oz et d'une étoile étonnée, luttait contre l'addiction, l'anxiété et un déclin professionnel. Elle arriva en retard, désorientée et visiblement sous l'emprise de pilules et d'alcool. Pour autant, lorsqu'elle chantait, même légèrement brouillée, le public resta ému jusqu'aux larmes. Sa voix, bien que usée, portait encore la magie. L'entretien, cependant, était douloureux et difficile à supporter. Elle a oublié le nom de Carson à 2 reprises. À un moment, elle a fixé le regard au loin et a murmuré
Je veux juste rentrer chez moi. Mais je ne sais plus où c'est. » Carson, d'habitude si doux, abandonna ses répliques habituelles et écouta simplement lorsqu'elle commença à pleurer au milieu d'une phrase sur ses enfants. Il fit signe discrètement au groupe pour l'accompagner dans sa sortie en interprétant « Over the Rainbow ». Le moment est devenu emblématique, non pour les rires, mais pour son humanité brute. Dans les coulisses, Garland s'est excusé abondamment. Carson l'a serré dans ses bras et a dit « Tu leur as donné tout ce pourquoi ils étaient en venus. » Tragiquement, ce fut sa seule apparition sur son émission. 5 ans plus tard, elle était partie. Des décennies plus tard, Carson l'a qualifiée de l'une des 10 minutes les plus dures et les plus belles que j'ai popassées à la télévision. Contrairement à des invités chaotiques ou combatifs, l'ivresse de Garland révélait sa vulnérabilité. Carson n'a pas essayé de réparer cela, il l'a honoré. Ce faisant, il a montré que la télévision nocturne pouvait être plus que du divertissement. Mais au fil du segment, il devint clair. Il était bien avancé dans son 3e whisky. Pourtant, Harris ne bafouillait pas. Il déclama. Lorsqu'on lui posa des questions sur son dernier film, il se lança dans un monologue shakespearien sur la mortalité de la célébrité, puis enchaîna avec une défense passionnée du whisky irlandais plutôt que du whisky écossais. À un moment, il leva un gobelet imaginaire et porta un toast aux fantômes de Yeats et Shaw. Carson ricana, en poursuivant jusqu'à ce que Harris le défie soudain. « Johnny, as-tu peur de la mort ?» Le studio resta muet. Carson, toujours agile, répliqua. « En fait, seulement lorsque j'ai un invité qui en a bu 3 de trop. » Le public éclata de rire, dissipant la tension. Harris ria, s'assit, et passa le reste de l'entretien à raconter des histoires à mourir de rire sur des bagarres de pub avec O'Toole. Il n'a jamais perdu son éloquence, seulement son contrôle du volume, contrairement à d'autres qui se perdaient dans le brouillard épais qui enveloppait leur discours. Harris devint très théâtral, plus grandiose. Carson déclara plus tard que Richard n'était pas ivre, il était épique. Harris revint à plusieurs reprises, toujours légèrement éméché, toujours magnétique. Il prouva que l'ivresse dans la main droite pouvait être une performance, et non une pathologie. Et Carson, pour sa part, toujours. L'admirateur des grands personnages laissa au barde son heure de scène. Ces 8 invités nous rappellent que la célébrité ne protège personne des combats, de l'addiction, de la douleur. Ego, lui-même. Ses forces débordaient Andy parfois à la télévision en direct devant des millions. Mais Carson ne s'en est jamais moqué. Il les protégeait même quand elles ne pouvaient pas se protéger elles-mêmes. Il était bien plus qu'un simple hôte. Il était vraiment une ligne de vie dans les moments de débâcle public. Et c'est pourquoi des décennies plus tard, nous nous souvenons non seulement du chaos, mais aussi de la grâce qui a tenu le tout ensemble.